sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, son Excellence Constant Mutamba. Le secrétariat général de la Justice a organisé une conférence débat à l'occasion de la clôture du mois des femmes, aujourd'hui le 28 mars 2025, dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères sous le thème « Impact et droits de la femme dans le milieu professionnel ». Au cours de la conférence débat, il y a eu au moins 6 oratrices et chacun a exposé leur sous-thème. La première, c'est Madame Mozilla Atoll Lili, magistrate de l'auditorat supérieur militaire. Elle est venue avec sous-thème Impact des droits de la femme sur le plan sécuritaire. La seconde, c'est Madame Marie Mozilla, directrice de la cellule de contrôle et vérification au ministère de l'Environnement, l'impact des droits de la femme sur le plan environnemental. Ça, c'est son sous-thème. Troisième, c'est Madame Amissa Obeni Khalid, médecin traitant et trypanosotologue au Centre de médecine mixte de l'anémique SS, assistant à la faculté de médecine, sciences de base, biochimie, biochimiste moléculaire en formation, consultant dans la Tripastop Fondation. Elle a parlé de l'impact de santé de la femme, cas de trypanocytose. Quatrième, c'est Madame Eleka Bavila Nancy, chef de travaux à UNIKIN et chef de bureau au ministère de la Justice et garde des Sceaux à la direction de la production pénitentiaire. Et nous a parlé de l'impact des droits de la femme sur le plan agricole dans le milieu professionnel. Cinquième, Madame Pauline Lokesso, chef de division de la direction de culte et association, division au ministère de la Justice et garde des Sceaux. Et nous a parlé de l'impact de l'investigation et contentieux dans l'administration publique cas de la justice. Sixième et la dernière, c'est Madame Tiameso Mambo, conseillère du ministre de la Justice et garde des Sceaux, et nous a parlé de la contribution des femmes pour instaurer la paix et la protection de l'enfant à l'est de la République démocratique du Congo. Ensemble, je vous laisse. Au micro, c'est votre serviteur Vini Wembo, réalisateur et reporter de moi. Éternel Dieu Tout-Puissant, Yahweh, éternel Dieu, nous venons devant toi, éternel Dieu Tout-Puissant, avec les mamans présentes, Yahweh, remettre, Seigneur, ce programme entre tes saintes et puissantes mains. Toi qui es l'alpha et l'oméga,
toi qui es le commencement et la fin de toutes choses, éternel Dieu. Nous implorons ta grâce, nous implorons ta bienveillance, Père éternel. Déverse sur nous, éternel, ta sagesse, Yahweh, Dieu Tout-Puissant. Ouvre notre intelligence en ce moment, Père éternel. Dispose-nous, éternel, à recevoir ce que nous allons entendre des oratrices, Père éternel. Donne la force et la sagesse aux oratrices, Père éternel, de transmettre le message du jour, Père éternel, Papa. Nous te supplions, nous implorons ta grâce et ta miséricorde, ta bienveillance, Père éternel. Commence avec nous cette activité, Seigneur, et termine avec nous. Dans le nom puissant de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Thème du ministère de la Justice et garde de Sceaux, impact et droits de la femme dans le milieu professionnel. La présentation des oratrices et de sous-thèmes. La première oratrice, c'est Madame Mouzila Atol Lili, magistrate de l'auditorat supérieur militaire. Elle va parler sur l'impact de la femme sur le plan sécuritaire. Et la deuxième intervenante va parler de... La deuxième intervenante, c'est Madame Marie Moujinga, directrice de la cellule de contrôle et de vérification au ministère de l'Environnement. Elle interviendra sur l'impact de la femme sur le plan environnemental. Et la troisième, c'est Madame Amessa Obeni Carlit. Elle est médecin traitant, drépanocytologue au Centre de médecine mixte d'anémie SS, assistante à la faculté de médecine, sciences de base, biochimie, biochimiste moléculaire en formation, consultant dans la Drapasto Fondation. Elle va parler sur l'impact de santé de la femme, cas de drépanocytose. Et la quatrième intervenante, Madame Ila Kabavila Nancy, chef de travaux à l'UNIKIN et chef de bureau au ministère de la Justice et garde de Sceaux à la direction de production pénitentiaire, qui interviendra sur l'impact des droits de la femme sur le plan agricole dans le milieu professionnel. La cinquième, Madame Pauline Lokesso, chef de Tambou. Elle est conseillère de la justice, garde de Sceaux. Elle va parler sur la contribution de la femme pour instaurer la paix et la protection de l'enfant à l'est de la RDC. Et en même temps, Madame Kiameso représente le ministre de la Justice, le Mineta. Parce que lui, il est empêché, il y a conseil de ministre et Madame Virginie la représente. Normalement, le programme devait commencer de 9h à 9h30. Nous nous excusons d'abord pour ces désagréments. Et nous avons commencé presque à 12h. Mais on fera un effort. On a commencé à 12h. On fera un effort de ne pas trop vous prendre le temps. On sera bref et le respect de minutes. Voilà le programme. À 10h, l'observation d'une minute de silence en mémoire de nos frères et sœurs qui ont perdu la vue. Pour finir d'arrêter à 14h. Si cela ne vous dérangera pas. Et garde des Sceaux ici représentés. Excellence, Madame la ministre du Genre et Famille ici représentée. Excellence, Madame la ministre de la Jeunesse ici représentée. Excellence, Monsieur le vice-ministre de la Justice ici représenté. Monsieur le secrétaire général à la Justice ici représenté. Madame la secrétaire générale chargée des actifs à la fonction publique ici représentée. Messieurs les directeurs chefs de service, mesdames et messieurs cadres et agents de carrière de l'administration publique de l'État et distingués invités. Tous à vos titres respectifs, soyez le bienvenu. Avant toute chose, nous rendons grâce à Dieu avec des multiples actions de grâce à lui qui a permis que nous puissions nous retrouver aujourd'hui en ce beau cadre de la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères, sans oublier l'excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice,
et garde des Sceaux qui, par son soutien indéfectible, a rendu possible cette activité. Nous en sommes reconnaissants et nous vous disons merci. C'est avec immense plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui à notre conférence débat pour clôturer le mois de la femme sur le thème « Impact et droits de la femme dans le milieu professionnel », tiré du thème national « La Congolaise au centre de toutes les ambitions ». Ce sujet est d'une importance cruciale alors que nous continuons à œuvrer pour l'égalité de sexe et à renforcer le rôle de femmes dans tous les aspects de la vie professionnelle. Aujourd'hui, nous allons explorer plusieurs dimensions de ce thème, notamment les défis auxquels les femmes sont confrontées dans le milieu professionnel, les impacts positifs de l'inclusion des femmes dans le ministère et des entreprises publiques tant sur la performance que sur le climat du travail, les droits des femmes et les politiques nécessaires pour soutenir les avancements professionnels, la sécurité à l'est de notre pays, qui est un problème majeur, mettant en danger les femmes qui sont victimes de ces effets affreux. Nous tenons à remercier chaleureusement nos intervenantes qui partageront leurs expériences et leurs expertises aujourd'hui. Votre présence et votre engagement montrent que nous sommes tous ici pour faire avancer la cause des femmes dans le monde professionnel. Je vous invite à participer activement aux discussions, à poser des questions et à partager vos réflexions. Ensemble, nous pouvons contribuer à un changement positif et durable. Merci à tous d'être ici et bonne conférence. De la représentante de la première présidente du Conseil d'État, Madame Mongo. Ma maman, oye, femme viva! Viva! Ce matin, nous comprenons une chose, que la femme est sans limite. La femme peut atteindre les fonctions qu'il faut, toutes les fonctions qu'il faut, même en arrivant aux fonctions du président de la République. La femme est sans limite. Si et seulement... Monsieur, à vos titres et qualités respectifs, bonjour. Je suis le lieutenant-colonel magistrat Lili Mouzila Atol, substitut de l'auditeur militaire supérieur de Kinshasa, Gombe. Pour aller s'enivrer, alors qu'en réalité, c'est une journée qui devait être réservée aux genres d'activités comme celui d'aujourd'hui, parce que c'est une journée où la femme doit prendre conscience de ce qu'elle est. C'est une journée où la femme doit comprendre qu'elle a des droits, lesquels droits qui ne sont pas respectés, et qu'elle doit se battre pour que ces droits-là lui soient reconnus. Effectivement, il y a eu évolution, ça nous l'accordons, mais à quel titre, à quel niveau? Lorsque nous faisons les statistiques, les femmes sont élevées à quel niveau de représentativité? Alors, au lieu que cette journée du 8 mars soit une journée transformée en port de pagne, aux descentes dans les milieux les plus ruraux pour faire comprendre à la femme ses valeurs, afin que ses droits soient respectés. Donc, comme je disais, chaque année, le monde entier célèbre cette journée du 8 mars et un thème est retenu sur le plan international. Et cette année, sur le plan international, le thème reconnu est « Pour les femmes et les filles, droit, égalité, autonomisation ». Sur le plan national, la RDC a choisi de parler de la Congolaise au centre de toutes les ambitions. Ça, j'aime. La Congolaise au centre de toutes les ambitions. Et le ministère de la Justice, s'inspirant de ces thèmes, nous a demandé, curieusement ou contrairement à ce qui est mentionné sur l'invitation, moi, il m'a été demandé de parler de l'impact du droit de la femme dans le milieu
professionnelle. Et c'est de ça que je vais parler. Parce que sur l'invitation, il est mentionné droit de la femme, quelque chose par rapport à la sécurité. Ce n'est pas ce qui m'avait été demandé de faire. Voilà. Dans le sujet lui-même, par rapport aux droits de la femme, il dit tout. Avant, la femme était réduite à sa plus petite expression. La femme était une chose, chosifiée par tout le monde, surtout par l'organe masculin, par l'homme. La femme n'avait pas de droit. Je vais vous donner des exemples palpables. Une femme n'avait pas, par exemple, le droit de travailler, parce que je dois parler du milieu professionnel. La femme n'avait pas le droit de travailler. Elle n'avait même pas le droit d'ester en justice sans l'autorisation maritale. Donc, pour travailler ou pour rester en justice, elle devait au préalable avoir l'autorisation de son mari. Donc, c'est-à-dire même quand elle se sentait lésée, elle n'avait pas le droit de réclamer quoi que ce soit parce qu'elle n'en avait pas, elle n'avait aucun droit au fait. Tout devait passer par le consentement de son mari. Donc, si le mari accepte, la femme peut alors revendiquer quelque chose, mais à quel prix? À quel prix? La femme, le code de la famille interdisait même à la femme de pouvoir gérer conjointement le ménage. Le code de la famille congolais interdisait même à la femme de pouvoir gérer conjointement le ménage. Mais actuellement, ces choses ont changé. Voilà pourquoi je parlais au départ d'une certaine évolution. En ce qui concerne le droit de femme, moi je dis que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, là je parle de l'homme avec un H majuscule, donc c'est-à-dire homme et femme, Dieu nous a créés égaux. Ce qui fait que nous devons avoir les mêmes droits. Ce n'est pas une faveur que l'on a fait à la femme lorsqu'on lui reconnaît certains droits. Ce n'est pas une faveur. Nous ne pouvons même pas négocier parce que ce sont des droits universels que Dieu a donnés à tout être humain. Et la femme en est aussi bénéficiaire. Je venais de dire que le code de la famille avant interdisait à la femme de pouvoir travailler, sauf en cas d'autorisation maritale. Mais que cela a évolué avec le temps et aujourd'hui, la femme peut travailler. Mais quel est l'impact de la femme par rapport à son travail? La profession, elle n'est pas universelle et unique. Il y a plusieurs professions, dans plusieurs secteurs de la vie. Je vais prendre quelques exemples. Je prends l'exemple, permettez-moi la tautologie. Je prends l'exemple de femmes conductrices. Lorsque nous allons à la PCR et qu'on nous donne les statistiques, vous verrez que les femmes conductrices connaissent moins des accidents de circulation que les hommes. Sur ce plan-là, en tout cas, même les hommes qui sont dans la salle, je pense qu'ils seront d'accord avec moi. N'en déplaise certaines critiques, qui du reste est fait méchamment tout simplement. Les femmes conductrices commettent moins des accidents de circulation que les hommes, statistiquement prouvé. Nous avons parmi les oratrices une dame qui est médecin. Le travail qu'elle fait est-elle différent de ce qu'un autre médecin de son rang fait? Peut-être même que ce qu'elle fait est beaucoup plus louable et acceptable que celui de son collègue homme. Nous avons sur le plan éducation. L'éducation d'un enfant commence à la maison, mais ça commence avec la mère, qui est une femme. Et lorsque l'enfant commence, l'école, c'est à la maternelle, pour ceux-là qui ont fait la maternelle. Et vous verrez qu'à l'école maternelle, il n'y a jamais eu des enseignants hommes, il n'y a que des enseignants dames.
Le jour où une école maternelle, engagera des enseignants hommes, le même jour, l'école sera fermée. Ça, je vous le dis. Nous avons des professeurs d'université femmes. Moi, je fais la faculté de droit. Je suis de l'UPC, de l'Université protestante au Congo, que je salue d'ailleurs. J'ai eu des enseignants femmes. Les mêmes femmes qui m'ont donné cours à l'UPC sont les mêmes femmes qui donnent cours à l'UNIKIN ou à l'Université de Lubumbashi. Mais elles sont à combien? Nous avons même eu des professeurs, dames qui sont, je crois, qui sont même arrivés recteurs des universités. Mais à combien? Nous avons des femmes juristes. Lorsque la dame qui était en train de présenter la journée d'aujourd'hui, ou modérer la journée d'aujourd'hui, en présentant les invités, elle a parlé de la représentante de Madame le Président ou la Présidente du Conseil d'État. Nous avons une dame à la tête du Conseil d'État. Nous avons une dame à la tête de la Cour d'appel de la Gombe. Nous avons une dame à la tête du parquet général de l'Ituri. Des dames moindres. Elles sont arrivées à ce niveau-là par rapport à leur rendement, par rapport au travail, par rapport à leur méritocratie. Vous savez, il y a quelque chose qui arrive parce que je ne sais pas si c'est africain seulement ou bien c'est mondial. Lorsque une femme atteint un certain niveau de responsabilité, les gens pensent qu'il y a toujours eu un certain favoritisme pour que cette femme-là arrive à ces niveaux-là. Du côté de la justice militaire, nous n'avons pas encore une dame qui est auditeur militaire supérieur, mais nous avons des dames même dans cette salle qui sont auditeurs militaires des garnisons, c'est-à-dire au niveau du parquet général. Non, au parquet de la République, pardon. C'est au parquet général que nous n'avons pas encore une dame du côté magistrature militaire. Mais ça va venir. Parce que ce n'est pas parce qu'il manque de femmes qui peuvent occuper ces postes-là, non. C'est comme je disais, avant d'ouvrir cette parenthèse-là, qu'il y a une mentalité, pour moi, qui est archaïque et qui doit être bannie, qui veut faire croire aux gens que lorsqu'une femme est hautement élevée, ça signifie qu'elle a été sujet d'un favoritisme. Et lorsqu'on parle du favoritisme, très souvent c'est parce qu'elle a eu à faire de faveurs sexuelles à une hiérarchie pour arriver à ce niveau-là. Les dames que je venais de citer qui sont très haut placées au sein de la magistrature, lorsque vous suivez leur parcours, lorsque vous suivez leur histoire, je m'attelle un peu sur ça parce que c'est mon domaine. Vous allez comprendre qu'elles n'ont jamais été favorisées, mais c'est par la méritocratie qu'elles sont là. Elles dirigent des hommes et elles le font bien et elles se font respecter dans le milieu où elles se trouvent. Sur le plan politique, est-ce que vraiment il faut qu'on en parle? Le chef de l'État, avec tous nos honneurs, a été élevé au rang du patron de la masculinité féminine, en mettant à la tête du gouvernement une dame, la première ministre. Est-ce que vraiment entre nous, est-ce qu'on peut s'en plaindre? Vous savez, lorsque cette dame est arrivée à la tête du gouvernement, j'ai festoyé chez moi à la maison avec mes enfants parce que c'était une première. Il dit finalement le chef de l'État a compris, il a compris
qu'il fallait valoriser la femme. Il a compris qu'il fallait faire ressortir, épanouir la femme par ses potentialités. Et c'est ce qui fut fait. Il y a tellement eu de critiques. Dans les réseaux sociaux, tout le monde en parlait. Je vais taire le nom d'un journaliste très connu mondialement, mais qui, à chaque fois dans ses sorties médiatiques, disait toujours en lingala, en très bon lingala, la bandaki koloba mama oyote akokokati. Cette dame est arrivée à la tête de ce pays, du gouvernement, et la guerre éclate à l'Est. C'est une brave femme. Abandonnant son mari parce que les hommes croient que le fait pour une femme d'être mariée, d'avoir des enfants est un obstacle pour son élévation. Moi, j'ai dit non. Dans cette salle, il y a des femmes mariées qui ont des enfants qui, dans leur secteur, évoluent très bien, même mieux que les hommes. Cette dame n'a pas été la toute première dame à être chef de gouvernement dans ce pays. Elle n'a été précédée que par des hommes. Et la guerre qui nous est imposée par le Rwanda, ce n'est pas à cacher, n'a pas commencé aujourd'hui. Moins encore avec elle, en tant que chef du gouvernement. Cette guerre-là a commencé bien avant. Et je n'ai jamais vu, à moins d'être contredite, je n'ai jamais vu un premier ministre faire des descentes comme ce que Maman Souminoa est en train de faire actuellement. Elle passe partout pour sensibiliser la population. Elle passe partout pour faire comprendre aux gens que l'intégrité territoriale est plus importante que tout. En catch, jeans, polo ou chemise, elle le fait. Elle a abandonné son mari et ses enfants. Et elle est partie. Je vais encore parler d'une dame. Une dame qui a secoué le monde. Oui, cette dame-là est du reste à la base d'une grande victoire diplomatique. Elle est ministre. Il s'agit de la dame qui est ministre des Affaires étrangères. Elle est sur... Non, cette dame-là, elle est terrible. Franchement, je ne sais même pas ce qu'il faudra que je dise sur elle. Parce que ce qu'elle a fait, on n'a jamais vu ça. Je n'ai plus que 5 minutes. Donc, tous ces exemples que je viens de citer, c'est pour vous faire comprendre à la femme que elle est capable. Elle a des droits, elle a des capacités. Le thème national était la centre ou la femme congolaise au centre de... Voilà, des ambitions. La femme doit être ambitieuse. D'ailleurs, là, je n'ai même pas parlé de la femme sur le plan gestion, parce que nous avons des femmes PDG qui gèrent bien. Est-ce que lorsque l'on parle des détournements de notre pays, on a déjà entendu parler d'une femme détourneur qui a fait l'objet de poursuites et condamnée pour détournement? Jamais. Les femmes gèrent mieux que les hommes. D'ailleurs, dans de grands boutiques, magasins, nous avons eu dans ces pays une femme, nous avons une femme Premier ministre, nous avons des femmes ministres, nous avons eu une femme présidente du Parlement. Pourquoi ne pas avoir une femme au Sénat? Pourquoi ne pas avoir une femme présidente de la République? Les exemples sont légion dans le monde. Les exemples sont légion dans le monde de femmes qui sont présidentes de la République actuellement. Alors, que la femme se prenne en charge. Que la femme soit consciente qu'elle a un combat et qu'elle doit se battre. Pour conclure, je dirais que la femme est une actrice majeure du développement sur qui doit compter l'État. Négliger l'impact de la femme dans le milieu professionnel
c'est bloquer le développement de toute une nation. Car sans la femme qui peut jouer à la fois plusieurs rôles, nous sommes tous des mères, j'espère, je crois. Nous savons quand je dis que la femme peut jouer plusieurs rôles. À la maison, nous sommes maman, nous sommes madame ou monsieur parce que c'est nous qui faisons faire des devoirs aux enfants. Et lorsque nous quittons nos maisons pour nos bureaux, nous sommes des responsables et nous dirigeons les hommes. Donc je disais que négliger l'impact de la femme dans le milieu professionnel, c'est bloquer le développement de toute une nation. Car sans la femme qui peut jouer comme main-d'œuvre, cadre intermédiaire, cadre supérieur et même dirigeant politique, aucun pays ne pourra se développer. Voilà pourquoi nous invitons les hommes à être des masculins positifs, afin non seulement de considérer les femmes comme des accompagnatrices indispensables dans le travail et vice-versa, mais aussi de les valoriser afin qu'ensemble, nous conduisons notre pays vers le développement et une paix durable. Je vous remercie. Merci. Nous demandons aux mamans d'écrire leurs questions. Elles vont poser des questions après. Nous demandons maintenant à Madame Marie Mujinga de passer On avait prévu beaucoup de choses. On avait même prévu une présentation, mais puisque l'électricité nous fait défaut, nous n'allons pas non plus nous fatiguer pour cela, comme la femme, elle est très forte dans l'adaptation, donc nous sommes toujours prêtes pour être très résilientes devant toutes les circonstances qui se présentent à nous. Voilà, moi je suis Madame Marie B. Mujinga, ce n'est pas Madame Marie, mais c'est Madame Marie B. Mujinga. Je suis directrice chef de service au ministère de l'Environnement. Je m'occupe de contrôle et vérification. Pourquoi le contrôle? Parce que le contrôle est une activité transversale du ministère de l'Environnement. Et donc, pour être au contrôle, il faudrait avoir une vue d'ensemble sur toutes les matières qui concernent l'environnement. Et qui dit environnement, aujourd'hui nous avons beaucoup plus de phares qui sont projetés vers le changement climatique. Mais pour notre intervention, nous n'allons pas nous limiter. Est-ce que ma voix porte là-bas? Non. Oui. Mais déjà, puisque vous avez répondu, ça signifie que vous m'avez entendu. Une question qui est transversale. Et il n'y a pas qu'un seul domaine où on pourrait qualifier ou se résigner à parler de l'environnement. Tout ce que l'homme fait aujourd'hui influe sur l'environnement. Et je disais tantôt que lorsque ces derniers temps on parle de l'environnement, on voit plus de changements climatiques. Mais il n'y a pas que le changement climatique, mais il y a aussi tout ce qui vient avec. Il y a l'assainissement, il y a les déchets, il y a la faune, il y a la flore, il y a les installations classées, et ainsi de suite. Mais pour le moment, pour ce jour, pour ne pas parler de toute cette thématique-là, nous allons nous focaliser sur l'impact de la femme sur l'environnement en ce qui concerne le changement climatique qui influe déjà beaucoup sur la vie ou l'état même de la femme et sur la faune, son impact dans le milieu d'assainissement ainsi que en ce qui concerne les industries. La femme et les actions climatiques. La femme est considérée comme agent du climat. Les femmes participent fortement aux activités qui causent le changement climatique. Nous avons la déforestation, l'agriculture itinérante sur brûlis et la mauvaise gestion des déchets, surtout les déchets domestiques.
Les femmes assurent l'essentiel des travaux agricoles et représentent 60% des travailleurs agricoles. Ceci fait d'elles des agents majeurs de l'agriculture sur brûlis et de la déforestation qui intervient au début de la saison culturelle. C'est également la femme qui s'occupe de nourrir le ménage en utilisant les bois dans la cuisson des aliments. Vous avez le bois de chauffe et le charbon de bois. En effet, le manque d'énergie fait du bois la première source d'énergie pour les ménages. Un ménage rural brûle en moyenne 223,2 kg de bois de chauffe et 74,4 kg de charbon de bois par mois. La vulnérabilité de la femme face au changement climatique. La crise climatique ne touche pas tout le monde de la même manière. Les femmes et les filles sont confrontées à des incidences disproportionnées de changement climatique, en grande partie parce qu'elles dépendent fortement des ressources naturelles locales pour leur subsistance, et particulièrement dans les zones rurales. Cela peut également les exposer à des risques accrus de violences sexistes. Vous savez, lorsqu'il y a des bouleversements climatiques, il y a des migrants climatiques, si on peut les appeler ainsi, et c'est plus les femmes qui sont plus vulnérables parce qu'elles doivent se déplacer pour aller chercher très loin de l'eau, et en cette quête, elles rencontrent plusieurs violences sur leur chemin. Et les vulnérabilités, notamment par un accès limité à l'information, un manque de prise de décision et de ressources. Vous savez que lorsque vous travaillez dans des zones qui subissent déjà les bouleversements climatiques, comme dans les zones côtières, il faudrait avoir l'information, il faudrait qu'il y ait des alertes pour que la femme sache qu'en cette période, il est dangereux que je fasse mes cultures ou que je m'approche de la rive. Mais si elle n'a pas cette information, c'est elle qui est la première à subir et à être victime. Les droits fonciers, l'accès au crédit jusqu'à l'éducation et à la technologie. Vous savez qu'aujourd'hui, dans nos villages, dans la plupart de nos villages, ce ne sont pas les femmes qui détiennent les titres. Vous pouvez avoir des hectares ou des espaces pour la culture ou pour le reboisement ou pour n'importe quelle autre activité en lien avec la restauration. Mais si vous n'avez pas le titre, ça signifie que vous dépendez de l'homme. Heureusement que cela est en train de changer petit à petit, parce que nous sommes dans un pays où les autorités qui sont là veulent booster la femme à tous les niveaux. Vous avez suivi tout à l'heure que nous avons déjà notre Premier ministre qui est là, et c'est beaucoup de choses qui vont être changées, même au niveau de la réglementation. La femme dans la conservation en ce qui concerne la faune. Nous avons aujourd'hui plusieurs sanctuaires qui sont détenus qui sont gérés. Pour que la plupart de vous connaissent, nous avons un deuxième sanctuaire qui se trouve à Kizomboete, le bonobo, qui est une espèce rare qui se retrouve dans la République démocratique du Congo. Et si vous avez déjà... Et vous voyez comment est-ce qu'elles prennent en charge les bébés bonobos, elles sont à la maternité, le bonobo dans sa nature. Et c'est vraiment la femme notre sanctuaire qui s'occupe des singes, des chimpanzés qui se trouvent à Kizomboete. Là encore, c'est une femme.
il faudrait aller capturer ces chimpanzés qui sont malades ou qui sont en voie de disparition, des espèces rares protégées, et les remettre dans leur milieu. C'est encore une femme qui s'occupe de cet aspect-là. La femme connaît des pratiques pour trouver des médicaments qu'il faudrait pour soigner tous ces animaux-là. Et aujourd'hui, la femme peut même proposer des pratiques qui vont de génération en génération pour préserver l'espèce. Et elles viennent en contribution avec la plupart des ONG qui travaillent dans ce domaine-là pour mettre leur savoir à leur disposition et perpétrer cela de génération en génération. La femme avec l'assainissement, oui, si nous regardons notre ville, province de Kinshasa, rien qu'à voir les déchets qui nous environnent, on se dit, mais où est la femme? La femme, c'est elle qui est la première à inculquer les notions de base à l'enfant. Si ces notions de base sont inculquées à cet enfant-là pour distinguer les déchets biodégradables des déchets non biodégradables, c'est-à-dire séparer tout ce qui est plastique, des bouteilles, tout ce qui est des déchets ménagers, et je pense qu'il y aura beaucoup de changements, beaucoup d'améliorations. Inculquer à l'enfant la notion de la gestion des poubelles. C'est vrai qu'il y a des milieux où vous allez vous poser la question, mais ce sont des grandes personnes, ce sont des mamans qui parfois nous frustrent, celles qui vendent dans les coins des rues, dans les coins des avenues. Elles vendent des biscuits, mais quand elles se mettent à vendre, il y a des sachets qui sont partout. Et c'est même un signe que ici, il y a un petit malheur qui a commencé ou une petite activité. C'est vrai, la femme doit se battre, la femme doit aller chercher, doit faire quelque chose pour nourrir sa famille. Mais cela n'empêche qu'elle mette la propreté autour de soi. C'est elle qui doit impacter, c'est elle qui doit impulser. Aujourd'hui, la plupart des décisions se prennent avec la participation de la femme. La femme est dans la prise de décision. Mais ce n'est pas toujours l'homme qui viendra pour booster, pour pousser la femme à faire ce qu'elle, naturellement, est obligée de donner à cette génération et aux générations futures. Donc nous insistons que c'est à la femme, la première, elle, qui doit inculquer les notions de base aux enfants pour que cela puisse se répercuter. Comment est géré Kinshasa? Kinshasa, c'est une province, comme étant toutes les autres provinces que nous connaissons. Au niveau national, le ministère de l'Environnement travaille sur les politiques, travaille sur les règles que nous devons imposer pour que nous puissions avoir un milieu sain. Mais la mise en œuvre appartient aux provinces. La mise en œuvre de toutes ces stratégies, que ce soit d'assainissement, que ce soit au niveau de ressources en eau, c'est au niveau des provinces. Et dans la ville-province de Kinshasa, au niveau du ministère, nous avons la politique, nous avons la réglementation, mais la mise en œuvre, le finance, c'est à l'hôtel de ville. Et nous devons insister, nous devons même nous battre pour que dans les postes environnementaux qui se trouvent là-bas, qu'il y ait des femmes. Moi, je me dis, même dans des communes, il n'y a pas qu'au niveau de l'hôtel de ville. Si on doit se battre quand même au niveau des communes, avoir des bourgmestres femmes, je crois qu'il y aura beaucoup de choses qui vont être changées. Et Docteur Amessa Carlit, médecin drépanocytologue, biochimiste moléculaire, chercheur enseignante à l'université de Kinshasa. C'est Docteur Amessa Carlit, chercheur enseignante à l'université de Kinshasa, drépanocytologue, biochimiste moléculaire en formation. Aujourd'hui, nous allons entretenir entre nous les dames
nous allons réfléchir un peu sur la drépanocytose, une maladie qui prend de l'ampleur chez nous en RDC, deuxième pays en Afrique après le Nigeria, troisième au monde après l'Inde, Nigeria. Avant de commencer mon intervention, je vais vous raconter une histoire. Il y a 2 jours, j'étais dans une conférence à l'université de Kinshasa sur la drépanocytose. Il y a une dame qui a témoigné. Mariée légalement ou pas, je ne sais pas, mais c'est ce qui m'a tiqué dans son histoire. Elle a mis au monde 12 enfants et elle a perdu tous ces 12 enfants à cause de la drépanocytose. Après des accouchements étoxiques, donc c'est-à-dire par voie basse, après des césariennes, elle n'a pas pu avoir un enfant. C'était comment son histoire? On ne sait pas si elle avait fait son test de l'électrophorèse ou bien test des mères pour diagnostiquer avant son mariage. Mais elle commençait à mettre 2 enfants au monde. 2-3 ans après, elle perd l'enfant à cause de l'anémie, à cause de la fièvre, ainsi de suite. À partir de son 4e enfant, ils ont quand même fait le test, lui et son mari. Et le D était des porteurs de traits drépanocytaires, c'est-à-dire AS. Et pour eux, au lieu de s'arrêter là, ils se sont dit qu'on puisse chercher ne fût-ce qu'un seul enfant, si nous aurons la chance d'avoir un enfant bien, et on arrête là. Et en continuant d'avoir des enfants, c'était toujours des SS. Et elle continue à perdre jusqu'à 12, 45 ans d'âge. Elle n'a pas d'enfant. Le mari s'est dit d'aller chercher des enfants ailleurs et c'était la dislocation du mariage. Donc pour dire que c'est vraiment un problème réel dans des familles et souvent c'est nous les femmes qui en pâtissent. Parce que c'est nous qui restons avec les enfants à l'hôpital. Parfois les familles disent que c'est la maman qui apporte ces enfants-là à cause peut-être de la sorcellerie de leur famille. Papa n'avait pas donné la dot, ainsi de suite. C'est toujours la femme qui est responsable de tout ce qui arrive à l'enfant, alors que le dégène vient de 2 partenaires. Nous allons dire un mot sur l'histoire de la maladie. Nous allons définir la maladie, le mode de survenue, les signes d'appel, les complications, le dépistage et quoi faire en étant une femme. En parlant de l'historique, c'est une maladie qui a été découverte en 1904 par Dr. James Herrick aux États-Unis, en Chicago. Après avoir consulté un étudiant noir chez qui l'examen du sang avait montré de taux élevés de globules blancs au microscope, puis de globules rouges qui étaient à forme anormale. La forme est Folks. Comme on n'a pas de projecteur, on aurait projeté ça. Qui se dit en anglais succor ou drépanocytose en grec, d'où les différentes dénominations ultérieures appliquées à cette maladie. Déjà en Afrique, il y a 2 médecins africains qui avaient connaissance de la maladie, car ils ont observé des globules rouges chez certains patients en forme de bananes, d'où l'appellation, à l'époque c'était aussi une anémie bananiforme. Au Ghana, par exemple, il y a le docteur Konoté Yaloulou de l'hôpital de Korle-Bu et d'Accra a aussi diagnostiqué cette maladie dans sa région. Et les habitants appelaient toujours ces maladies dans le nom de choué-choué-choué, nadui-dui, aoututo, et dans de différentes langues qui signifiaient seulement la répétition de la maladie suite à l'anémie. Et alors, comment on définit cette maladie qui est la drépanocytose? C'est une maladie de l'hémoglobine transmise par le parent porteur des gènes à la descendance. Cette maladie est caractérisée par des douleurs intenses, qu'on parle de crise vaso-occlusive, qui peuvent être localisées ou bien généralisées, avec une anémie chronique et des épisodes de cette anémie qui sont aigus. Il y a aussi une notion des infections à répétition. Mode de survenue, il y a les 2 parents doivent être porteurs des gènes, premièrement. Le gène malade, puis le gène bêta. On parle souvent de gène S, exprimant l'hémoglobine S. C'est-à-dire quoi? Le papa doit être AS ou bien SS, la maman également, soit AS ou bien SS.
Si les papas est AS et que les mamans aussi A et AS, ils auront 25% de chances d'avoir un enfant AA, 50% de chances d'avoir 2 enfants AS et 25% de chances d'avoir 2 enfants SS. Pour l'un des parents qui est AS et l'autre qui est SS, on aura 50% de chances d'avoir 2 enfants AS et 50% de chances d'avoir 2 enfants SS. Pour un des parents qui est AA et l'autre qui est AS, ils auront également 50% des enfants AA, 50% des enfants AS. Et si les 2 parents sont, l'un par exemple est AA et l'autre est SS, on aura la chance de 100% d'avoir 2 enfants AS. Et si les 2 parents sont SS, donc nous aurons 100% de chances d'avoir les enfants SS. Quels sont les signes d'appel? Comme 4e point, déjà à l'âge, le signe d'appel, déjà à l'âge de 6 mois, on peut déjà détecter la maladie. Il y a de tuméfaction douloureuse de dos des mains qu'on observe chez les nourrissons et au niveau de dos des pieds qu'on appelle syndrome main-pied. C'est déjà une forme de crise vaso-occlusive ou bien de douleur qui est l'expression de la crise chez les nourrissons. Nous avons une notion d'anémie à répétition dont l'expression est souvent une pâleur cutanéo-muqueuse, la coloration jaune de la peau, de polypnée ou bien dyspnée, une tachycardie et il y a beaucoup tant d'autres. Il y a la notion des infections qui s'exprime souvent par la fièvre. Et à cela, on peut ajouter une augmentation du volume de la rate qui est souvent liée à l'anémie. Certains parlent de Kibeka. Une augmentation de volume du foie, souvent liée à l'infection. Et quelles sont les complications de cette maladie? C'est une maladie qui a des complications aiguës comme chroniques. D'abord, la crise elle-même peut entraîner un syndrome thoracique aigu, qui est une forme de pneumonie qui s'exprime par un syndrome de détresse respiratoire, qui peut évoluer à une insuffisance respiratoire. C'est la complication la plus redoutable, entraînant la mort dans les heures qui suivent s'il n'y a rien qui est pris au sérieux. Nous avons l'AVC dû toujours à cette crise vaso-occlusive. Il y a certains enfants à l'âge de 2 ans, 3 ans, il fait l'AVC, il devient grabataire, donc il ne marche plus à cause de cette maladie. On a le priapisme qui est aussi une expression de la crise chez les hommes et qui peut conduire à une infertilité ou bien à l'impuissance du beau monsieur dans la vie sexuelle. Anémie qui est aussi une complication aiguë. Comme complication chronique, nous avons au niveau des os, l'ostéite, l'osteomyélite, arthrite. Au niveau de voies biliaires, nous avons des lithiases vésiculaires. Au niveau des yeux, nous avons des rétinopathies qui peuvent conduire à des cécités. Nous avons des ulcères des jambes. Au niveau des reins, nous avons des néphropathies qui peuvent conduire à une insuffisance rénale. Nous avons des cardiopathies cycalanémiques au niveau du cœur. Nous avons des hépatopathies au niveau du foie, l'infection par parvovirus au niveau de la peau qui peut entraîner plus tard une aplasie médulaire, c'est-à-dire l'épuisement de la moelle. Donc il n'y a plus de production de globules rouges de la lignée, globules rouges blancs de plaquettes. Nous avons des atteintes pulmonaires, atteintes de l'oreille qui peut entraîner des hypoacousies, puis surdité, donc pour dire que le corps humain est atteint dans son entièreté à cause de cette maladie. Le dépistage alors, qui dépister? Toute personne qui ne connaît pas son profil de l'hémoglobine en mettant un accent chez les jeunes qui veulent se marier, les nourrissons et les enfants qui représentent les signes d'appel. On peut dépister qui? On peut dépister une grossesse à partir des 12e semaines. Comme aussi à la 17e semaine de grossesse, on peut dépister. On peut dépister un nourrisson au J3 de vie. Déjà, on peut savoir que cet enfant, c'est un anémique. Ou dépister alors dans des centres de santé, dans des hôpitaux le plus proche. Et il y a plusieurs moyens de dépistage avec des différents tests
rapides, il y a de l'électrophorèse, il y a aussi des tests moléculaires d'ADN. Alors quoi faire et que faire en étant une femme? Faire dépister l'enfant en cas de l'un des signes qui apparaît, surtout que le profil de parents si ce n'est pas connu. Parfois aujourd'hui nous vivons avec des mariages yakatofanda, nous vivons avec des enfants âgés qui n'ont pas de fils que moi namoko. On ne tient pas compte de se faire dépister, de dépister les maris avec qui vous voulez avoir l'enfant, et on tombe sur ces histoires. Et à la suite, c'est la maman qui reste avec l'enfant à l'hôpital, le papa n'est pas là. Et parfois, papa dit que ceux qui te remis fin du mois, moi nanae andoki, assis la ramakila, kombo monanga salaire amuke et kendarakuna. Alors, pour un drépanocytaire connu, il faut des consultations mensuelles. Ces consultations sont très importantes pour éviter des complications. Tout ce qu'on a cité. Si vous ne venez pas avec l'enfant à l'hôpital, vous gardez l'enfant parce que pour vous, l'enfant ne fait pas de fièvre, elle n'a pas fait l'anémie, tout ça. Vous ne savez pas que ce sont les complications qui se développent à bas bruit et vous serez surpris. Que faire en étant une femme? Faire l'évangile de la drépanocytose afin d'aider la population à mieux connaître la maladie et à pousser les autres à se faire dépister. Sur le plan professionnel, alors, nous évoluons dans différents domaines. Pour pouvoir comprendre et saisir l'importance de cette intervention, nous avons trouvé utile de pouvoir expliquer les mots que nous allons utiliser pour pouvoir bien approfondir la matière que nous traitons. Alors, le mot agriculture tire son origine de deux concepts. Le concept ager, qui signifie champ, et cultura, qui signifie culture, les plantes. L'agriculture est donc un processus par lequel les êtres humains aménagent, ça veut dire ils arrangent la terre, ils préparent le sol, dans le but de produire des aliments et d'autres ressources qui leur sont utiles. Nous savons que chacun de nous ici, même à la maison, nous avons essayé quelque peu, tant soit peu, de faire ces genres d'activités. Et quel est le rôle de l'agriculture? L'agriculture a comme rôle assurer la sécurité alimentaire, faire fonctionner les industries agroalimentaires. Ça veut dire c'est un ensemble des activités industrielles qui transforment les aliments naturels que nous produisons en forme de conserve pour pouvoir les conserver un peu plus longtemps. Nous prenons l'exemple des sardines. Aujourd'hui, nous avons des boîtes de conserve d'haricots, nous avons des boîtes de conserve de soupe dont nous pouvons prendre juste chauffer et manger. Et cela nous permet, même si nous n'avons pas de frigo, nous pouvons quand même conserver nos aliments. Un autre rôle, c'est pouvoir préserver l'environnement. Madame est intervenue ici en parlant de l'environnement. Quand nous voyons l'environnement, nous voyons l'ensemble des éléments naturels, eau, sol, plantes. Quand nous parlons des plantes, c'est tout ce qui est naturel, et de tout ce qui est artificiel. Artificiel, ici, nous voyons l'intervention de l'homme, tout ce que l'homme fait. C'est quelque chose qui n'était pas naturellement, mais c'est quelque chose qui est intervenu par la transformation par l'homme. Pourquoi produire? Pourquoi nous devons produire? Nous devons produire pour assurer notre autosuffisance alimentaire. Ça veut dire, nous produisons la nourriture pour satisfaire nos besoins en nutriments, parce que personne ne peut vivre sans nourriture. Pour pouvoir vivre, nous avons besoin de produire. Nous produisons pour faire de l'agriculture un espace d'emploi. Ça veut dire, quand nous devons cultiver, nous ne pouvons pas le faire seuls.
nous allons embaucher des gens. Il y a des gens qui ont des lopins de terre, eux-mêmes n'ont pas le temps. Je peux être ici au ministère, mais j'ai mes lopins de terre. Mais comment faire pour produire? Je vais engager des gens. Vous voyez déjà qu'avec mon activité d'agriculture, ça me permet de pouvoir engager des gens, ils travaillent pour moi et moi je leur paye. Donc, je deviens quelqu'un qui crée l'emploi pour les autres. Nous produisons pour lutter contre la volatilité des prix. Nous nous rendons compte que quand quelque chose devient rare, les prix augmentent. Dans les concerts de prise de décision de notre administration, c'est la qualité du travail. Elles ont travaillé. Et puis, elles ont accepté d'être encadrées par les gens qu'ils avaient trouvés là-bas dans l'administration. Je peux citer par exemple ici présente, nous avons notre maman directrice de la direction des productions pénitentiaires. Moi, quand je suis venu au ministère de la Justice, je l'avais trouvée à Bukavu. Elle a travaillé là-bas en tant qu'agent, chef de bureau, chef de division. Aujourd'hui, elle est directrice dans une grande direction de Maman Nancy. Ce que moi, je voulais demander aux mamans du ministère de l'administration, travailler, c'est bien d'avoir la connaissance des droits de la femme. Mais qu'est-ce qui va prouver que vous connaissez bien ces droits? C'est la qualité de votre travail. Ne croyez pas que ces hommes qui sont avec nous à l'administration vont se battre pour parler de nos problèmes, nous les femmes dans l'administration. C'est à nous-mêmes. C'est à nous-mêmes de montrer la bonne qualité de travail, la compétence. La compétence, rien que la compétence. Nous avons aujourd'hui l'émergence de notre ministre de la Justice, l'actuel, son Excellence Constant Moutam. Il a signé beaucoup d'arrêtés, il a promu même des femmes. Aujourd'hui, nous avons des femmes qui étaient en bas de l'échelon. Aujourd'hui, ce sont des chefs de bureau, des chefs de division, des directeurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont montré la qualité de leur travail. Ce n'était pas le favoritisme, mais ils ont travaillé. Moi qui vous parle aujourd'hui, moi je suis chef de division à la province, dans une province de notre pays. Comment est-ce que je puis être chef de division dans notre administration dans l'arrière-pays? C'était un concours. Moi-même, je ne savais pas. Un jour, à cette époque-là, j'étais chef de bureau. Il y a notre ancien ministre. Elle a voulu promouvoir.